Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tribune de presse. Nous allons, avec des confrères, discuter d'un sujet important, un sujet qui nous est suggéré par la publication de la 12e tribune de l'honorable Adolphe Muzito. Il est courageux, celui-là, qui, chaque jour, chaque semaine, produit des réflexions pour alimenter les débats sur le plan national. Pour que ces papiers ne deviennent pas lettres mortes, nous reprenons cela pour en faire un débat autour de nous. À cette table, il y a des confrères, à commencer par votre gauche, à mon extrême droite, Fidèle Moussangou, directeur au phare. Il est très bien connu maintenant. Parfois, certains le confondent à Dieu Rawlings. On dit que c'est son jumeau, mais c'est l'autre Dieu Rawlings. Bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà. À votre gauche, Fidèle, Moïse Moussangana, qu'on ne présente plus, directeur général de Canal Kin Télévision toujours fermée, pour laquelle toute la corporation voudrait un jour qu'elle reprenne, même Fidèle Moïse Moussangana continue toujours à alimenter les débats, il est là donc avec nous. Bientôt, il va publier aussi un ouvrage, je crois qu'il est en train d'achever. Alors, à ma gauche, celui que je ne vois pas tous les jours, mais avec je suis tout le temps, c'est José Nawej, éditeur du Forum des As, philosophe et dialecticien par ailleurs, par défaut peut-être, mais analyste de la situation politique et en dernière position, mais pas le moindre, Steve Kivuata, voilà. Steve est parmi ces penseurs montants, ces jeunes qui montent et dont la réflexion, aujourd'hui on peut dire qu'il est le recteur de l'université populaire, on peut dire comme ça, sans se tromper. Parmi les animateurs. Voilà, donc parmi les animateurs de l'université populaire, quand nous parlons d'Adolphe Muzito, Steve Kivuata n'est pas très loin. Il n'est vraiment pas dans les parages pour en parler, c'est comme ça que nous voulions créer aussi un témoin par rapport au débat que nous allons faire. Alors, la tribune qui va servir, qui nous sert aujourd'hui d'entrée en matière, a été publiée par la presse cette semaine. Et cette tribune, et j'ai ici le Forum des As, cette tribune intitulée simplement 12e tribune d'Adolphe Muzito, RDC, les 3 crises. Adolphe Muzito prend le pari de démontrer dans cette tribune que bien sûr, on parle du dialogue pour régler la crise politique, mais attention, faites attention parce que, en même temps que la crise politique est en train de se développer, 2 autres crises sont en train aussi de prendre de l'ampleur, c'est la crise économique et la crise sociale. Il suggère, et c'est ça l'apport de cette tribune, il suggère que les solutions à ces 3 crises doivent être concomitamment prises. A-t-il raison? A-t-il tort? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, les débats est ouvert sur ce plateau et j'espère avec les confrères et nos invités que nous allons passer un bon moment avec vous sur notre pays. Le plus important pour nous, c'est de vous amener à vous tous l'information qui convient et l'analyse qui conviennent. Alors nous allons commencer par vous, Steve, très rapidement. Vous allez nous faire un petit schéma de cette démarche de Adolphe Muzito qui ne se fatigue pas, qui est pratiquement devenu un tribuniste, on peut dire comme ça. Alors, dites-moi, comment vous l'appréhendez rapidement cette tribune? Je l'appréhende comme étant une solution, une proposition aux problèmes que rencontre notre pays actuellement. Le problème qu'il a décrit en 3 crises. Premièrement, c'est la crise politique. La crise politique, sa cause, c'est essentiellement dû à la recherche du pouvoir, la conquête et la préservation du pouvoir, tel qu'il l'a décrit dans sa 9e tribune de dialogue et de transition. Généralement, lorsqu'on arrive à un moment où il faut faire la passation de pouvoir, on crée une crise artificielle entre les hommes politiques due aux appétits de conquête ou de préservation de pouvoir. Et c'est cette crise qu'on voudrait résoudre à travers le dialogue politique. Déjà, dans sa 9e tribune, il appelait à 2 dialogues, en dehors du dialogue politique, qui
essentiellement est assis sur les élections, donc sur les stratégies pour la conquête ou de préservation de pouvoir, on doit faire un dialogue citoyen entre le politique et le peuple. Parce qu'il y a une crise sociale. Voilà une troisième crise dont il parle. Donc, en dehors de la crise politique qu'il y a entre politiques, il y a une crise sociale qui oppose les hommes politiques à la population. Parce que la population aujourd'hui vit avec 1,4 $ par jour, qui est insignifiante. La population vit dans une sous-pauvreté. Donc, la première crise, elle est celle-là. La deuxième crise, elle est économique et financière. Je ne dis pas nécessairement qu'elle est liée aujourd'hui. Cette crise a comme cause le modèle économique que nous avons, qui est un modèle économique colonial que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, essentiellement qui produit de biens que nous ne consommons pas, donc que nous exportons, plus ou moins à 90%, et de biens que nous consommons, mais nous ne produisons pas. Essentiellement le produit manufacturé, parce que le secteur industriel ne fonctionne pas. Mais cette crise, aujourd'hui, est amplifiée par rapport au choc exogène qu'a subi notre économie, plus précisément par rapport à l'augmentation, plutôt à la baisse de cours de matières premières, pétrole, cuivre, etc. Et on a une crise sociale qui est due effectivement à la faiblesse de notre modèle économique, qui n'arrive pas à résoudre le problème social de la population. Par conséquent, lui il considère que, au lieu de trop se concentrer sur la crise politique, comme on aime bien le faire à travers le dialogue politique, où on dit c'est essentiellement les questions électorales que nous devons résoudre, lui dit attention, ce dialogue, en principe, doit être 3 dialogues. Le dialogue doit résoudre la crise politique, on doit s'entendre sur les questions électorales, mais on doit aussi aborder la crise économique et financière. Ça, c'est un dialogue sur l'angle international. Il faut nécessairement solliciter de ressources sur le plan international à travers un plan d'aide international, mais aussi ces dialogues, ça doit résoudre la crise sociale, donc d'où le dialogue citoyen. Nous sommes bel et bien au cœur du débat, et merci Steve de nous avoir remis comme ça en luminaire la problématique. Et je pose directement la question à José Nawej, parce que j'ai l'impression d'un revolver, comme si on rentrait en 60, où nous sommes dans la dernière semaine avant. Il y a 2 tables rondes, la table ronde politique et la table ronde économique. Eh bien, bon, les Congolais sont allés tous à la table ronde politique parce qu'ils allaient sortir avec des statuts nouveaux. Ils ont négligé la table ronde économique. Et la conséquence, c'est que nous avons hérité d'une économie d'extraversion. 50 ans après, nous y sommes. Je n'ai embrayé, moi, si je ne me trompe pas, et où est-ce que nous en sommes? Bon, tu as mis les doigts dans la plaie, cher Willy, parce que finalement, j'ai commencé à vous tutoyer alors que vous voyez, ma fin, c'était le prolongement de la chronique de tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est ça l'enjeu du problème. La problématique que soulève le Premier ministre Mouzito ne date pas d'aujourd'hui. Et vous pouvez rentrer 56 ans en arrière, vous retrouvez la même problématique, donc elle n'a pas pris la moindre ride. C'est quoi le problème? C'est que nous sommes, notre classe politique est attiré par le politique entendu essentiellement, non pas comme l'espace où on fait des projets de société, mais l'espace de distribution de pouvoir. Et c'est ça notre malheur, et ça nous suit depuis 60. Vous aurez remarqué qu'en 60, non seulement la table ronde, on avait fait l'impasse là-dessus, au profit de la table ronde politique, je parle de la table ronde économique, mais remarquez, depuis toujours, la kyrielle de rencontres politiques qui se sont tenues, prenons les plus récentes auxquelles nous avons nous-mêmes participé comme journalistes, ou que nous avons couvertes, soyons modestes, de la CNS jusqu'aujourd'hui. En fait, l'emphase est mise sur l'aspect politique. J'ai presque envie de dire sur l'aspect politicien. Même pas politique, parce que politique c'est un peu noble, sur l'aspect politicien. C'est le haut doigt de là que je m'y mette, c'est le j'y suis, j'y reste.
Donc, et quand on se retrouve pourquoi? Pour que Fidèle ait tel ministère, surtout les mines, que Moïse ait les finances, etc., etc. Très souvent, la recherche scientifique, et le reste, c'est après, non mais, qui on peut mettre à la recherche scientifique? On trouve quelqu'un qui ne représente pas grand-chose, entre guillemets, et on les met à la recherche scientifique. Donc, l'emphase est mise, encore une fois, sur l'aspect politique. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que le danger de cette conception nombriliste de la chose, c'est que finalement on néglige l'essentiel, à savoir que la politique n'est politique que si elle permet de résoudre les problèmes de la société, à savoir qu'un homme politique n'a de légitimité réelle que si il est là pour répondre aux attentes de la société. Nous sommes dans la crise sociale et je crois que ça se tient depuis 60 parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le seul aspect qui intéresse la classe politique, c'est effectivement l'aspect politique. Mais cet aspect politique, si en même temps la situation économique continue à se détériorer et donc la situation sociale aussi, à un moment donné, on trouvera des hommes politiques qui régneront sur des cadavres, pour schématiser. Je pose une question d'abord à Moïse Msangana pour sa première prise de parole, mais il vous est adressé à nous tous. Est-ce que c'est prudent de la part d'Adolphe Muzito de conditionner ce que je peux appeler la solution d'un problème conjoncturel, notamment politique, à la solution d'un problème structurel, notamment économique? Est-ce que l'on peut lier les deux? Est-ce que c'est prudent de dire que on doit trouver les solutions en même temps? Et pourtant, les questions telles que vient de le dire Steve tout à l'heure, c'est que les questions économiques sont structurelles, c'est toute la structure de notre économie. Et les questions politiques sont conjoncturelles. C'est généralement quand on arrive à la fin des mandats. Bon. Alors, en liant les deux autres, est-ce qu'il n'a pas quand même fait un raccourci? Je pose la question à Moïse, mais chacun de nous répondra à cette question. Je crois, si je ne m'abuse, c'est le cardinal Richelieu, si je ne m'abuse, qui a dit « Faites-moi la bonne politique, je vous ferai de bonnes finances. » Je crois que tout est lié. Tout est lié parce que, en même temps que la question économique est structurelle, mais il faut dire aussi que, en attendant, le pays ne va pas s'arrêter pour ne pas vivre. Donc, ça veut dire que l'économie, le social, c'est le lot de tous les jours. Donc, qui d'ailleurs reçoit de l'impression de la part du politique. Mais malheureusement, c'est là où il y a le problème, parce que le politique dans le pays dégringole. José l'a dit avec beaucoup d'à-propos. Et vous allez voir, je crois que je l'ai soutenu encore sur ce plateau. Pourquoi les gens vont en politique en République démocratique du Congo? Les gens ne vont pas en politique en République démocratique du Congo parce qu'ils ont un idéal. D'ailleurs, de par les différentes plateformes qui sont créées, consorts, vous avez dans la majorité, par exemple, vous avez des socialistes, des capitalistes, je sais pas moi, et consorts. Donc ça veut dire que non, même la majorité elle-même, même nos plateformes n'ont pas un fond idéologique. C'est juste sur base d'intérêt. Comment nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir nous partager un gâteau un peu plus tard. C'est ça. Et il y a même un auteur, j'ai perdu le nom, qui a dit que la meilleure industrie qui a payé dans ce pays depuis 60, c'est la politique. Et tout le monde va en politique. Et moi, je t'ai ajouté que la politique, c'est la voie la plus courte pour accéder à un certain standing. Aujourd'hui, regardez par exemple, dans un pays en lambeau comme celui-ci, est-ce que vraiment il y a d'enthousiasme quand quelqu'un est ministre, qu'on le fait? Mais regardez, qu'est-ce qui se passe chez nous quand quelqu'un est nommé ministre? C'est quoi? Mais c'est la kyrielle des amis. Merci, merci Moïse. Donc, vous voyez, c'est tout cela. Donc, il faut dire que la politique commande le tout, et quand la politique est malade, le tout s'écroule. Donc, on a vraiment un grand problème dans ce pays. Le problème est dû au fait que
ce n'est pas l'idéal qui pousse les gens à faire La la politique politique. dans ce pays. C'était Moussangou, vous êtes connu pour être très critique et très acerbe parfois. Je rêve du jour où je vous verrai quand même dire des choses agréables, mais c'est pas aujourd'hui. Alors, quelle est votre lecture, vous, de toutes ces tribunes, surtout celle de la démarche d'Adolphe Muzito? Comment vous la concevez? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé et sur laquelle nous sommes revenus longtemps quand on était aux études ou quand on était en train de commenter en tant que journaliste. C'est, est-ce la mauvaise foi? Est-ce que c'est l'inconscience? Est-ce que c'est l'insouciance que le Congolais est perçu comme quelqu'un qui évite l'essentiel, il va dans des fioritures? Je prends un exemple. En 2011, on fait les élections ici présidentielles et législatives en un jour. Et puis ça s'arrête là. Les gens continuent à se chamailler, tricher, on oublie qu'il y a les provinciales. Avec les provinciales, on allait avoir les nouveaux gouverneurs, les nouvelles assemblées provinciales, le nouveau gouvernement, surtout les sénateurs. On aurait résolu un problème. On a oublié, et Kengo vient de faire presque 10 ans, gratuitement sans effort. Il n'attendait pas si temps. Alors nous aussi, dans notre vie quotidienne, regardez, le mérite de Muzito, c'est de lancer un débat sur des sujets bien précis et de relancer la réflexion. Ici, par exemple, on peut dire, bon, il n'a pas tout dit. C'est non politique. Il a des engagements au niveau de son parti et des alliances politiques. Il y a des choses qui ne peuvent. Moi, par exemple, à sa place, j'ai cité des exemples éloquents. Je prends un. En 60, j'avais quel âge? Mais j'ai vu El Congo. D'abord, j'ai vu Sabena. J'étais petit. Je me rappelle, nous allons à Louabourg, nous avons pris Sabena à Kamibé. Voilà El Congo. Et nous étions parmi les premières familles à monter dans l'avion. Là, mon père est parti en 59, ma mère aussi à Bruxelles, et puis il est revenu. C'était un événement. Quand on est rentré dans le quartier, nous étions au Douaté. C'était des avions neufs. Et quand on crée El Congo, avec Sandra Rivière, mon oncle, avec celui qui est mourir ici, c'était des avions tout neufs. N'est-ce pas? Et quand El Congo, les avions vieillissent, Mobutu achète des avions tout neufs. Il n'a pas acheté cash. Il a déposé la garantie souveraine. Quand même, c'est le pays du diamant, du cuivre, de tout ça. Et José, il me rappelle que j'étais petit, l'hôpital de Seine de Lubumbashi. Les Sud-Africains blancs venaient se faire soigner là-bas. Nous, à l'école primaire à l'époque, on avait du lait à midi, à 10 h, du lait. Avec Joseph. Du lait à 10 h. Même le matin à la maison, il y avait du lait. Toutes les familles. Nos parents étaient quand même de simples commis moyens. Et puis, moi, je n'ai jamais vu ma mère aller au marché tous les jours. Jamais. Et elle n'allait pas, oh non, je parle en Swahili là-bas. Et, Nani, Ndakala Kalmi, Nakoya Mouich. Ah, nous y coulé. Parce que c'est un plat rare. Mais elle n'allait pas, parce qu'elle elle avait même le domestique. Hein? On avait la viande de Marungu, on avait du lait, on avait même de la viande qui venait d'Irlande, à Lubumbashi, à Bukampa, dans toutes les grandes villes. On a vécu ça. Maintenant, j'ai honte. J'ai dit que si mon père est suscité, il va me boxer. Il me dit, mais moi, j'étais mis au collège des Blancs. Toi, tu mets tes enfants ici. Il va me boxer à mort. Et pourtant, j'ai étudié plus que lui. Ça, c'est un. Alors, nos acteurs politiques ne prennent pas en compte ce que ce pays était. Regardez maintenant. L'Ouganda est en train de monter une usine de montage de véhicules. Nous, on avait 5 ici. 5 ici. Les véhicules étaient montés à Kinshasa. On n'avait pas les Bilokos. Maintenant, nous, on prend une compagnie, Congo OMS, des vieux avions. Il y en a un qui a fait scandale ici. Il arrive à peine à Beni. Lui, il a suinté. La fille a attendu 2 jours. Alors, c'est honteux. C'est quoi ça? Est-ce la mauvaise foi? Est-ce que c'est l'inconscience, l'insouciance ou la bêtise? Ça nous diminue. Ça veut dire que les tribunes de Muzito réveillent un peu la conscience. Même s'ils ne touchent pas le fond. Mais Bukagalozo, par exemple. On va arriver. C'est pour vous dire que Muzito, il a quand même tué certaines fois, mais il relance le débat. Merci. Alors, nous avons fait le premier tour de table. La question est posée. Maintenant, nous allons rentrer dans la tribune.
Parce que c'est bien de parler de quelque chose, mais essayons d'aller vers l'auteur, vers la pensée, parce que nous allons essayer rapidement d'évaluer l'ensemble des hypothèses qu'il donne, et très rapidement nous allons essayer d'évaluer la validité de ces hypothèses et qu'est-ce que vous en pensez. Et nous aurons déjà pratiquement fait toute l'émission, parce que ce n'est pas facile d'aller au fond de toutes les questions en même temps. Alors donc ma question reste suspendue, question structurelle, mais je me dis, Steve, nous évacuons d'abord la partie politique. Alors Adolphe Muzito met des hypothèses. Il dit effectivement que il situe la crise actuelle, il la définit comme étant avec une ligne de démarcation entre ceux qui veulent aller au dialogue et ceux qui ne veulent pas aller au dialogue. Il estime que ces positions sont aujourd'hui diamétralement opposées. Et par rapport à l'attitude des uns et des autres, il développe donc des scénarios. Quels sont ces scénarios-là? Oui, le premier scénario, c'est le scénario de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a émis un arrêt considérant que le président de la République, tant qu'il n'y aura pas un président élu à installer, c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui continue à exercer ses prérogatives, qui continue à exercer ses fonctions. Cependant, il y a le cas de la CENI qui parle de plus ou moins 16 mois pour l'enrôlement. Et les autres opérations, ça peut nous amener au-delà de 2 ans. Donc, plus ou moins en 2018 pour organiser les élections. Alors, dans ces scénarios, il y a la première hypothèse qui peut amener à ce que l'opposition puisse continuer à claquer la porte du dialogue. Et tant qu'elle claquera la porte du dialogue, on pourra organiser des élections crédibles. Par conséquent, le président de la République aura un mandat élastique. Donc, tant qu'il n'y a pas élection, lui, il continue. C'est ça la première hypothèse. La deuxième hypothèse, l'opposition peut considérer que le président de la République étant garant des institutions, c'est lui qui a mis en place les gouvernements. Il a fait sciemment pour que les élections ne soient pas organisées dans les délais. Par conséquent, il a violé intentionnellement la Constitution. On le met en accusation, conformément aux articles 164 et 167. Mais cependant, cette hypothèse est assez compliquée parce qu'il faut requérir plus ou moins 2 tiers au niveau du Parlement pour mettre le président en accusation. L'opposition qui refuse le dialogue n'a pas 2 tiers de membres. Donc même cette hypothèse, lui-même, Adolphe Muzito, la trouve à peu près improbable. Effectivement. Dans la troisième hypothèse, il y a l'opposition qui accepte finalement d'entrer au dialogue. Et quand elle entre au dialogue, il faut partager le pouvoir, mettre en place un gouvernement d'union nationale. Là, il se pose un problème de constitutionnalité d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui ne peut pas tomber par une motion de censure, qui ne peut pas être, dont le ministre ne peut pas être révoqué par le président de la République. Et là, l'opposition pourrait même aller loin, demander la primature, demander la réconfiguration de la CENI et de la Cour constitutionnelle. La majorité risquerait de ne pas accepter de telles demandes. Et finalement, on pourrait arriver plus ou moins à un blocage. Donc voilà le premier scénario. Et le deuxième scénario, il y a l'opposition considère qu'il faut continuer à mobiliser la population, quitte à avoir un soulèvement populaire pour faire tomber le régime. Ou soit c'est une rébellion qui pourrait entrer pour faire un putsch. Et dans ces scénarios, il y a toujours 3 hypothèses. La première hypothèse, lorsque le président de la République tombe par une rébellion, le rebelle considère qu'ils doivent être légalistes. Le président est empêché d'exercer les pouvoirs, alors donnons le pouvoir au président du Sénat, qui doit exercer la présidence par intérim pour organiser les élections dans 4 mois au maximum. Mais, est-ce que ça serait possible de le faire, d'organiser les élections dans 4 mois? Alors, par conséquent, ça appelle à la deuxième hypothèse, où finalement, ils peuvent décider du dialogue politique parce que le président du Sénat, dans 4 mois, il ne saura pas organiser les élections. Alors, arrivé au-delà du délai constitutionnel, il pourrait encore une fois de plus partager le pouvoir dans le cadre du dialogue.
Là, on pourrait arriver, dans le cas d'une de ces propositions, il parlait de 2 transitions. Par exemple, à la 9e tribune. Mais il y a la dernière hypothèse où il dit les putschistes, puisque putschistes, ils respectent leur nature, ils refusent de confier le pouvoir au président du Sénat. Ils se disent, non, nous, on n'a pas pris le pouvoir pour faire un cadeau au président du Sénat. Alors, ils s'installent et ils gèrent le pouvoir, ou ils font directement une transition. Alors, ça c'est très bien dit, Steve. Je crois que vous avez en mémoire les 2 scénarios sur le plan de la crise politique, avec 3 hypothèses chaque fois que Adolphe Muzito propose pour l'analyse. Et lui-même, d'ailleurs, pour certaines hypothèses, il émet des réserves, notamment quant à la faiblesse de celle-ci. Alors, José, nous allons très rapidement, vous allez chacun très rapidement réagir par rapport à cela. Et si vous avez un peu de quelques secondes, vous réagissez à ma question, qui va être d'ailleurs la deuxième, parce que nous parlerons de la partie économique. Oui. Ok, d'abord, il y a une relation dialectique entre les 3 crises, premièrement, et deuxièmement, cette relation dialectique nous amène à dire que finalement, la crise politique chez nous n'est pas conjoncturelle parce que tu la situes en 60. Donc, elle ne peut pas être conjoncturelle. Elle n'est pas liée au temps, à la conjoncture. C'est une crise, j'ai presque envie de dire, aussi structurelle que la crise socio-économique dans notre circonstance ici. Pourquoi? Parce que, nous répétons très souvent, chez nous, on conjugue très mal le concept, on décline très mal le concept politique. Le concept politique a été frélaté, dénaturé dès le départ. On a réduit la politique. D'abord, on nous disait la politique, c'est l'art de mentir. Et la politique, essentiellement, chez nous, c'est l'art, c'est les jeux qui consistent à occuper des postes politiques et non pas à organiser la cité. C'est ça qui fait que j'allais oublier ça. Depuis Sun City, depuis la conférence nationale, jusqu'à Sun City, en passant par les concertations du Palais du Peuple, tout ça n'est pas nouveau. Sur cette table, il y a toujours une partie, lors de nos négociations politiques, une partie consacrée aux résolutions à caractère économique, aux recommandations à caractère social. On va faire ceci en économie, on va faire ceci pour améliorer l'ordinaire des Congolais. Mais dès que l'on met sur place le gouvernement, eh bien, on s'assoit sur toutes ces recommandations-là parce qu'on ne s'intéresse qu'à la mangeoire. Donc là, je passe pour entrer dans les 2 scénarios et les hypothèses. Et non, ne prenons pas cette partie. Je crois que pour mieux comprendre la tribune, j'ai fait un peu de l'exégèse, je peux me tromper, je ne suis pas dans la tête de Muzito, mais moi, il me semble qu'à chaque fois, il fait cette corrélation entre la situation politique et la situation socio-économique, pour faire court. C'est que, qu'est-ce qu'il veut dire de fondamental ici, à mon avis? C'est que dans le premier scénario, nous sommes dans un scénario où les dialogues, les choses se passent plus ou moins normalement du point de vue du pouvoir. Quand les choses se passent plus ou moins normalement, il y a 3 hypothèses. La question est de savoir, et c'est ça la corrélation, est-ce que la population, dont on connaît plus ou moins la situation sociale, il suffit de vivre ici pour comprendre ça. Est-ce que la population qui est impatiente de voir des résultats concrets, est-ce que cette population va attendre de voir le politique aller dans tous ces scénarios, dans toutes ces hypothèses, etc., etc. Et je crois que c'est là l'importance de la tribune, en ce qu'elle pose le problème fondamental entre ce qui se passe dans le pays légal et ce qui se passe dans le pays réel. Le pays réel, c'est celui où la crise sociale se vit. C'est celui où la crise économique se vit. Est-ce que ce pays-là est réceptif aux différents scénarios, aux hypothèses d'école? C'est des hypothèses d'école, pour le coup, l'expression n'est pas empruntée. C'est ça la question fondamentale. Nous sommes bel et bien en train d'entrer dans... C'est pas tellement des hypothèses aujourd'hui. Hein. Oui. Quand vous projetez un peu ce que nous vivons depuis quelques jours, vous verrez que 3 actes ont déjà été posés. D'abord, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a déjà été publié. Donc, pour la Cour constitutionnelle, que vous appelez le pays légal, le président de la République en fonction reste jusqu'à ce qu'un autre soit installé. Alors, pour qu'un autre soit installé, il faut que les élections soient organisées. Et quand vous regardez les conditions pour que l'organisation des élections se fasse, c'est là où justement
il y a dépassement des délais constitutionnels et il y a besoin d'un consensus. Alors l'opposition, dans la première hypothèse, dit nous refusons d'accéder à ce consensus. Nous n'acceptons pas. Faites votre vie, nous avons déjà dit ce que nous voulons. Et je pense que si vous suivez bien les déclarations depuis 2-3 jours, c'est un peu dans cette position. Alors, nous ne sommes vraiment pas encore dans des cas d'école, nous sommes vraiment bien dans une réalité. Oui, réalité par rapport à la première hypothèse. Il est bien évident que nous sommes qu'au seuil. Alors, je vous demande quels sont les risques que les deux autres hypothèses puissent se réaliser. Est-ce que lui parle bien sûr, il parle d'un putsch. Est-ce qu'on peut craindre un putsch dans ce pays? C'est des questions comme ça qu'on attend de nous. Nous devons en parler. Oui. Non, le problème, c'est de savoir la nature du putsch. Est-ce que le putsch, il sera militaire? Il peut être militaire. Le putsch sera la rue. Et je crois que la question telle qu'on la pose elle vous embarrasse un peu. Non, pas qu'elle m'embarrasse parce que je ne vais pas jouer au prestidigitateur. Il y aura un putsch, Non. Le problème ici, c'est de savoir si finalement on va trouver l'équilibre, l'harmonie entre le pays légal dans son entièreté et le pays réel, c'est-à-dire la rue, la population, etc. Et le putsch ici, comme coup d'État, je ne sais pas si lui-même n'a pas spécifié. Le putsch est de quelle nature? Est-ce que c'est des militaires qui prennent le pouvoir? C'est un pouvoir kaki qui s'installe? Est-ce que c'est la rue qui renverse les tenants du pouvoir? Est-ce que c'est la classe politique de l'opposition qui prend le pouvoir par effraction? Oui, donc le putsch là, on voit ça dit que l'intérêt de ma question, je vais comprendre l'intérêt de cette question, parce qu'il faut qu'on passe à une autre, c'est que l'honorable Mosito définit, il dit que, écoutez, chaque acte qui est posé amène des conséquences. Aujourd'hui, le pays doit prendre la mesure de la crise qu'il vit. Et cette crise est grave. Parce que si les hommes politiques, les acteurs, ne prennent pas compte des revendications des uns des autres et ne s'entendent pas, parce que s'entendre est une obligation politique. Ça ne dépend pas des humeurs des uns et des autres, sur les minimums. C'est pour ça que je me dis, examinons cela sans que nous fassions les prophètes de malheur. Voilà, je ne veux pas comprendre les prophètes de malheur. Je passe la parole un peu à Moïse avant de... Sur la question, Donc, je dois dire ceci, notre Bible telle que je l'ai lue, je l'ai pénétrée, je voudrais dire que je l'ai comprise comme un développement lié à une conséquence d'un agir politique, mais pas quelque chose qui est lié. Il n'a pas problématisé cette crise, parce que il faut d'abord comprendre les causes de cette crise pour pouvoir en trouver des solutions. Mais on est en train de bafouiller, si vous regardez un peu là, on va vite dans les raccourcis, les dialogues politiques et consorts, alors qu'il y a un problème fondamental qui se pose d'abord. C'est quoi? C'est l'affaiblissement de la pratique démocratique dans le pays d'abord, qui fait que les élections sont une consultation qui sont organisées périodiquement, à un moment, de manière régulière. D'abord, il faut qu'on respecte ces principes-là. Mais on ne peut pas, par exemple, on a un contrat de 5 ans. On fait tout, je peux vous le démontrer, pour qu'en 5 ans, que les 5 ans, qu'on le prolonge. Et puis, pour dire non, il y a plus. Non, il y a d'abord ceci. Parce que le président de la République, Joseph Kabila, qui a promulgué, je salue, il a promulgué la constitution du 18 février 2006. Il a même exhibé devant le monde et devant Dieu. Et que cette constitution, à partir de San City, a été considérée comme la clé pour pouvoir résoudre ces crises récurrentes qui ont frappé les Congo depuis 1960. La crise de légitimité pour laquelle, vous du Palou, Gizenga est parti. Je ne sais pour combien de temps avant de revenir. Parce qu'il y avait une crise de légitimité. Aujourd'hui, vous estimez qu'un président qui n'arrive pas à organiser des élections pendant 5 ans, c'est qu'il y a déjà une faille, c'est qu'il y a un échec. Encore que ce n'est pas le président qui organise les élections. Non. Soyons précis.
soyons Mais précis. qui donne l'argent à la CENI? C'est le gouvernement, Ah, c'est pas le alors, président. ok. Soyons précis, Mais soyons clairs. dans notre régime, quand la majorité parlementaire Moïse, est-ce se que- confond avec la majorité présidentielle, c'est le président de la République qui est le vrai Ça, chef du gouvernement. vous allez garder la bonne parole. Ouais. Hein, nous sommes des responsables. Ne faisons pas de la politique politicienne. Hein, soyons précis dans nos propos. Je vais vous redonner la parole. Donc, si vous dites que c'est la Constitution qui doit être respectée, cette Constitution a créé une institution indépendante pour organiser les élections. Donc, est-ce que c'est honnête de dire que c'est le président? Même si, par ailleurs, on peut ne pas l'aimer. Est-ce que c'est honnête? Scientifiquement parlant. Il n'y a pas un problème d'amour ou quoi. Non, j'ai pas de de d'honnêteté, de pas d'amour. par l'article 69, c'est lui les garants, Oui, moi, c'est lui les régulateurs des institutions. Quand ça ne marche pas dans une institution, qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est là où se situe la responsabilité du président de la République, même s'il n'organise pas les élections. Mais quand la CENI trouve que la CENI est en train de dégringoler, qu'est-ce que lui, de par l'article 69, fait? Il appelle C'est ça tout le la problème. classe politique au C'est ça tout le dialogue. problème. Non, non. Il appelle la classe politique au dialogue. La classe politique dit non, vous devez d'abord vous punir de ne pas avoir organisé les élections. C'est pas ça. Non, les dialogues, non, c'est ça, c'est là tout le problème. Parce que les dialogues est perçu comme un raccourci pour pouvoir combler certaines défaillances. Je comprends, Moïse. Ouais. Gouverner, c'est prévoir. D'accord? Bon, si on n'avait pas prévu qu'est-ce qui se passerait si, aujourd'hui on parle des hypothèses. Les hypothèses, ce sont des prévisions intellectuelles. On se dit, dans le cas où ceci arrive, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que c'est assez Mais responsable. qu'est-ce que d'abord on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on a fait d'abord pour voir ce qui va arriver. Parce qu'on n'a rien fait. Il n'y a que le pire qui peut arriver. Dans notre cas, par exemple, on ne doit pas attendre, par exemple, la dernière année pour commencer à financer la CENI, par exemple. Donc, ce que la CENI est en train de faire aujourd'hui, elle aurait pu le faire il y a 4 ans, il y a 3 ans. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Et puis, par ailleurs, parce que je veux bien Corneille Nangaa qui dit non, je respecte par exemple la loi sur la passation des marchés et consorts, mais il s'en fout de la Constitution, qui lui donne des délais quant à l'organisation de l'élection présidentielle par exemple. Mais il trouve qu'il peut respecter la loi sur la passation des marchés, qui lui dit que voici qu'il faut ceci. Encore, que cette loi-là prévoit des cas d'urgence. Pourquoi il n'utilise pas les cas d'urgence pour essayer de résoudre le problème? Parce qu'on a un problème. C'est ça. Le pays Voilà. risque de péter. Il va péter pour nous tous. Très bien. Vous voyez qu'il n'est pas facile de définir l'intérêt collectif. Hein? Il n'est pas facile d'arriver à un consensus, surtout quand tout celui qui prend la parole pense qu'il a la vérité totale. Hein? Bon, Moïse, je vous reprends la parole tout à l'heure, mais je la passe à Fidèle. Mes chers confrères, je veux vous dire une chose, c'est que l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas lire notre passé récent. Revenons en 60. Qu'est-ce qui s'est passé en 60? La crise était artificielle. Quelqu'un est élu Premier ministre, l'autre est élu au second tour président de la République, avec l'accord de celui-là. Et puis, on fait partie. Mais à cause que le Lumumba n'a pas été élu au suffrage universel, Non, mais en tant que député Premier ministre. national. Ah non, Ah, député il faut national. encore préciser ça. Non, je pense que Fidèle est en train de dire quelque chose d'important. Oui. Le propre du régime parlementaire, hier comme aujourd'hui, en Italie comme en Allemagne, comme en Israël, le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Ça, c'est le Alors principe. maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez là. C'est ainsi que, deuxième réflexion, quelqu'un a fait 32 ans au pouvoir. Troisième réflexion, certains sont arrivés au pouvoir sans élection, qu'on appelle une nation la ratio legis. Le socle de notre constitution. 1. Pour exercer le pouvoir, on devait avoir été élu. 2. On limite les nombres de mandats présidentiels. Parce que quelqu'un a fait 32 ans ici, en violant, en changeant des contrats tout moment. 3. Mais non, il y a un problème d'exercice du pouvoir selon la constitution que vous avez librement consentie. Mais quand on veut la constitution, c'est la bonne. Mais attention, ici, comme nous propose pour résoudre la crise politique, ce qu'il ne veut pas dire, c'est quoi? C'est que
nous pouvons avoir un troisième larron. C'était Mobutu Tshisekedi, oh, qui va s'étaler à Guado, Mandou Andala Limete. Et puis, cette fille se commence comme un président. Et il y a toujours la presse. Nous, on était toujours, on dormait même à Limete avec Moïse Sessan. Parce qu'il fallait attendre qu'à 5 h du matin, quelqu'un vienne voir Tshisekedi. On dort là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un troisième larron, c'est qui? Laurent Désert. Et on a cherché un prétexte apparemment banal. Mais, à possible, c'était un faux prétexte. Oh, on cherche les Itram. On vient les chercher au Bas-Congo. On les laisse au Kivu. C'était pour prendre le pouvoir. Et nous entendons tout. Il m'appelle une chose, nous sommes en train de se répéter. Les gens sont en train de se marier sur le poste politique. Moi, je dois prendre le partage. Mais papa, il a quelqu'un. Non. Il y en a un qui me dit, Fidèle, toi là, avec ta gueule, hein, tu verras. Moi, si je prends la DGB pendant un mois, mais je vais te dépanner. Oh, lui, son passé, il a DGB. La DGM. Alors, voilà les choses écroulées. Ce qui fait que, ce que mon Dieu ne dit pas ça, c'est qu'on peut avoir un troisième larron. Et attention, il l'a dit, mais c'est les boutistes, non? Les prétextes ne sont pas loin. Les motifs ne sont pas loin. Et d'ailleurs, si vous regardez au fond, c'est là où le peuple comment est un peuple génial. Par ailleurs, et l'opposition et la majorité sont d'accord sur une chose. C'est la pauvre, ils ne poussent pas trop sur les élections. Hey, chacun a ses motifs. Quand on va arriver, libérez-moi tous les prisonniers. Cause bloqué. Après on dit non, libérez la femme de Fidèle. Mais elle n'est pas politique. Cause bloqué. Parce que tout le monde se dit, nous allons vers ce qu'on appelle une solution politique. Parce que la solution constitutionnelle ne va pas. Si vous voulez avoir un droit d'union nationale, il faut aller au Parlement. C'est impossible pour l'opposition. Mais ceux qui sont là, à la majorité, leur mandat arrive à la fin. Alors, ils ont résolu le problème de Kabila, enfin, entre guillemets, en disant que lui peut glisser. Et ils se disent, nous allons le suivre dans son bateau. Les gens disent, non, pas vous, ce n'est pas dit. On a réglé le problème. Enfin, on a, ça c'est notre problème que nous avons réglé. À réfléchir sur le mandat de l'État, pas le voilà. Ce qui fait que, en fait, la solution qui est possible ici, c'est un arrangement comme à l'époque du HCRPT. Le Parlement, on divise en deux. Les provinces, on divise par deux. Ainsi de suite. On divise tout le monde bouffe et mange, et là, on peut aller, on dit, bon, on se donne une transition de 2 ans. Et puis, l'opposition dit non, nous récupérons le côté financier pour savoir comment nous allons faire les exercices. Si on les met là, et ils vont dire non, ils vont cacher l'argent, non, il n'y a pas assez d'argent. Je sais que c'est pas ça. Merci. Je vais vous poser une dernière question, parce que vous avez une tribune, ça réveille beaucoup de choses, ça réveille des souvenirs, ça réveille des réflexions, et c'est ça même qui alimente les débats. Alors, dans la partie économique, on va s'arrêter là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Le droit Bozito propose qu'il y ait une aide internationale. De la part d'un membre du PALU, d'un lumumbiste, ceci peut être perçu autrement. Il dit effectivement que la crise telle qu'elle s'articule aujourd'hui, le Congo n'est pas capable de s'en sortir sans l'aide internationale. Et cette internationale, dans quelle formule il l'entend? Est-ce que c'est une bonne solution qu'il propose? Y a-t-il pas d'autres possibilités? Est-ce que ça ne s'éloigne pas de organisez-vous, prenez-vous en charge? Est-ce que ce n'est pas renoncer finalement à cette indépendance économique dont nous nous sommes battus, nous avons été les champions depuis quelques années? C'est cette dernière question qui va nous séparer. Donc, je commence comme ça et puis nous terminons. Non, il faut analyser autrement les choses. Nous avons un problème majeur dans notre pays, c'est que nous n'avons même pas une économie, une vraie économie, une économie nationale qui pouvait en principe faire émerger des idéologies. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de les constater en France, que les syndicats sont capables de paralyser les fonctionnements de l'État, tout simplement parce que il y a une majorité de Français qui sont dans le salariat, qui sont des travailleurs. Et il peut se dégager le patronat, qui généralement peut travailler avec la droite, tandis que les syndicats peuvent travailler avec la gauche. Mais au Congo, on est même incapable d'avoir un tel dualisme. Tout simplement parce que nous n'avons pas une économie. Et nous n'avons pas une économie tout simplement parce que cette économie que nous avons, elle a été construite par les Blancs pour eux. Et c'est ce modèle économique qui ne nous permet pas d'émerger, qui ne alors nous il faut rentrer chez les Blancs. Il faut aller chez les Blancs pour demander... Il l'a déjà dit dans sa 4e tribune, RDC État sous-endetté, esprit de pauvreté ou d'émergence, que notre pays, pour créer une économie nationale, il faut construire des routes
d'interconnexion entre provinces. Mais pour les construire, il faut de milliers et de milliers de dollars que nous n'avons pas. Il faut investir dans le secteur énergétique. Il a donné les chiffres. Mais le donnez-moi secteur industriel. les raisons profondes de cette décision-là. Pourquoi ils pensent qu'il faut aller à l'international? Il faut me dire les raisons évidentes, c'est quoi? Non, je pense qu'il y a une raison qui est évidente. Que nous ne pouvons pas mobiliser suffisamment en interne, suffisamment de ressources pour construire notre économie nationale. Parce que les besoins, il a estimé à la 4e tribune que c'est plus ou moins dans le 100 milliards de dollars. Et les 100 milliards de dollars, nous ne pouvons pas les avoir ici en République démocratique du Congo. Par conséquent, il faut être en programme avec les institutions de Bretton Woods, mais aussi il y a un certain nombre de réformes à appliquer par rapport à la réforme des entreprises publiques. Aujourd'hui, l'ONATRA fonctionne plus ou moins 15% de sa valeur initiale. Dans l'ONATRA, qui est une société structurante, vous entrez est incapable de résoudre le problème. Donc, si je pouvais terminer, oui. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a très bien suivi votre question par rapport à la résolution de 3 crises de manière concomitante. Le doyen Fidel Moussambo a bien dit que notre comportement, c'est généralement de se partager les postes. Or, nous oublions que quand nous résolvons pas les problèmes de notre économie, ça va faire amplifier le problème social. Et en réalité, aujourd'hui, l'opposition, lorsqu'elle mobilise au niveau de la population, c'est pas parce que elle est capable de résoudre le problème, non, parce que elle trouve que la population trouve qu'elle a assez souffert, et lorsque le gouvernement est incapable de résoudre ces problèmes, la population croit que l'opposition peut le faire. Or, effectivement, l'analyse, c'est quoi? C'est que même si l'opposition arrivait à prendre le pouvoir, tant qu'elle n'a pas fait un bon diagnostic de problème du pays, la crise sociale, la crise économique, les deux vont s'amplifier et finalement on va arriver à une situation trouble où la population va prendre le pouvoir, où le pays pourrait se diviser. Par conséquent, nous devons tout faire si nous cherchons à avoir un consensus national sur le plan politique pour les élections. Nous devons aussi l'avoir par rapport à une vision de transformer notre modèle économique sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Nous devons connaître le vrai problème du peuple. Merci Steve. José, est-ce que c'est pas une contradiction d'homme de gauche qui a échoué dans la réforme interne va se plier au capitaliste international et tout ça? Oui, je crois, pour avoir lu cette tribune, je crois que le plan d'aide internationale n'est pas le seul remède préconisé par le Premier ministre. Il parle de la diversification de l'économie, il parle de la revalorisation de l'agriculture. Je vais dire ceci, ne donnons pas l'impression non plus que c'est du nouveau tout ça. Il y a 20 ans, on pouvait dire ça, c'était valable, c'était encore valable. La réalité, c'est qu'on ne fait rien. Parce que toutes ces propositions, le plan Mobutu les reprenait déjà, agriculture, priorité, des priorités. Mais ça n'a jamais été une priorité, des priorités jusqu'à aujourd'hui. Diversification de l'économie, cassons cette extraversion de notre économie. On n'a jamais cassé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit que la Chine tousse, nous sommes enrhumés ici. C'est là où je reste un peu inquiet en disant, oui. Si nous sommes restés dans la situation de n'avoir rien fait de fondamental, oui. C'était aussi avec la bénédiction du programme du FMI et la Banque mondiale. Ils nous ont accompagnés dans le développement de l'extraversion. Oui, bien entendu. C'est là le bémol que je voudrais mettre par rapport à ce que Steve disait. Ne faisons pas non plus de l'aide internationale l'alpha et l'oméga de notre naissance politique. Je ne parle pas de renaissance parce que renaissance suppose qu'on était. Très bien, ne faisons pas de ça la clé de voûte, si vous voulez. Oui. Ici, le problème, c'est d'abord d'avoir un cap économique, d'avoir une gouvernance, de faire en sorte que les ressources internes soient non seulement dégagées, mais aussi gérées de manière transparente. Quand on a fait ça, on aura résolu. Je donne un exemple de Kabila père. Quand vous êtes arrivé ici, en 97-98, mais le prix du maïs, le prix de la farine du maïs à l'Est a baissé. Avec Kanyama Kassese, il n'a pas fait d'emprunt international, mais il a mobilisé. Il faut mobiliser d'abord les ressources internes. Je voudrais finir parce que on ne lit pas cette tribune de manière parcellaire. Il faut la lire de manière dialectique. Ça, ce n'est inimaginable que s'il y a un consensus politique.
Là, d'un mot, il ne faudrait pas non plus qu'on s'installe dans un juridisme. La Constitution dit ceci, etc. Cette Constitution, si nous disparaissons, elle n'existerait pas. Le droit, les faits précèdent le droit. Je voudrais juste ajouter Non, vous avez déjà terminé. Non, je ne peux pas, nous allons... Désolé. Moïse, vraiment, c'est la conclusion. Oui, mais je Il ne crois faut pas monter encore en puissance, il faut rentrer dans la question qui a été posée. non, mais je crois que cette proposition relève juste d'un principe simple économique, qui applique même nos mamans qui vendent de la braise et qu'on sort. Quand elle n'a rien dans sa baissière, elle fait quoi? Elle emprunte chez l'ami et qu'on sort. Elle emprunte chez l'adversaire. Oui, oui. Tout le problème est de savoir si elle n'a vraiment rien. C'est ça le problème. Alors maintenant, tout notre problème, c'est celui-ci. Je crois que mes prédécesseurs l'ont dit avec beaucoup plus d'autorité qu'on sort. Il y a un problème de gouvernance. Parce que si nous résolvons le problème de gouvernance, si au niveau interne, parce que le Premier ministre Mouzito l'a dit même, que cette crise ici, qu'on attribue beaucoup plus au choc exogène, on pouvait trouver un matelas ici à l'intérieur par des mesures préventives qui n'ont pas été prises. Mais s'il n'y avait pas de mesures, nous serons comme l'Angola, hein? Nous serons très loin dans la chute. Bon, c'est une parenthèse. Tout le problème, c'est que ce que nous pouvons emprunter ailleurs, on va l'affecter où, quand et comment, parce que c'est tout le problème. Merci Moïse. Vous terminez aussi très rapidement. Je vais vous rappeler toujours l'histoire. Stanley disait, le Congo ne veut pas un pays sans chemin de fer. On ne le comprenait pas, maintenant on le comprend. Moi je suis dedans. Concluez vraiment. Ici, il faut commencer par les fondamentaux. Quand José parle du lait et la viande de Barou, parce qu'il y avait un chemin de fer, et que quelqu'un peut quitter Elisabethville, aller à Lulobour, le lendemain il arrive. À l'époque, le train était au bois. Maintenant, électrique. Donc il peut quitter Elisabethville à midi. Lubumbashi, hein. Bon, moi je rentre à Elisabethville. Il arrive à Lulobour, il mange le foufou, il rentre dans la machine dormir. Le train est rapide, c'est bien. Imaginez maintenant si il y avait des routes. Nous mangerions aussi, n'est-ce pas, les pommes de terre, des massifs avec la peau de sa mère. Nous mangerons la viande, nous aurons du poisson. Et comme les routes, c'est vrai quand les peuples peuvent se rapprocher facilement, les tensions intertribales baissent. Et ensuite, les gens ne se déplacent pas. Il est là à Luebo. Parcours de fil téléphone de Dubaï. Dit, envoie-moi autant d'un conteneur de ça. Il aura sa Luebo. Il ne bouge pas. Et comme les banques sont performantes, nous avons comme le structure bancaire, c'est des banques bancaires, il paye, il prend le crédit. Moi, je pose une question. Pourquoi s'il n'y a pas de banque congolaise? Très bien, merci. Voilà. Non, nous avons... La banque congolaise, c'est toujours... Merci fidèle. Non, ne prenez pas la parole par force, c'est moi qui vous donnerai la parole. Il faut toujours respecter la police des débats. Parce qu'il n'y a aucun élément qui est... Tout est éphémère dans la vie. Alors, nous allons, par nécessité, donner la parole à Steve, qui l'a obtenu par violence. Par putsch, hein, ben... Non, je pense que quand on parle du plan d'aide international, on n'a peut-être pas parlé en détail, mais on ne doit pas croire que l'argent sur le plan international, on parle le ramasser. Lorsque vous allez, le principe c'est quoi? Si vous voulez qu'on vous donne de l'argent, mobilisez suffisamment vos ressources internes. C'est ainsi que le plan d'aide international est conditionné par un paquet de réformes. Le réforme, c'est sur le plan fiscal. C'est toujours bien que l'on puisse terminer aussi les émissions, et celle-là aussi est terminée. Merci donc d'avoir participé à la 12e tribune. Vous avez vu, c'était une tribune extrêmement polémiste, hein. Nous ne sommes pas arrivés à nous entendre sur toutes les questions, mais c'est aussi ça les jeux, c'est aussi ça les débats, mais nous avons compris que nous n'avons qu'un seul pays et que celui-ci attend de nous le meilleur de nous-mêmes. Merci de votre fidélité. À la prochaine, certainement pour un autre cadre.